cette histoire est inspirée de la relation que j'avais avec mon père, de tous ces questionnements que j'avais vis-à-vis de ce pays d'origine que je ne connaissais pas. Mon père, quand il m'a envoyé en Irak la première fois, c'était d'abord pour rencontrer mon pays d'origine, pour répondre aux innombrables questions que j'avais sur mes origines, sur mon identité, sur ma place, au point où, dès ces premiers voyages, je racontais déjà cet Irak à la fois à mes camarades de classe, mais aussi à mes professeurs, qui me demandaient de faire des exposés sur l'Irak. C'était un cours d'histoire en toute modestie, mais cours d'histoire, on va dire, inspiré du réel. Et sans m'en rendre compte, finalement, toute ma vie, j'ai raconté ce pays à mon entourage, jusqu'à devenir journaliste par la porte de l'Irak. J'ai ensuite ouvert mon champ d'action à d'autres pays, mais l'Irak, je le raconte depuis l'enfance et encore aujourd'hui. J'ai une relation avec mon père qui est vraiment centrée autour de l'Irak depuis mon enfance. Il y avait une espèce de tabou à la maison, c'était Saddam Hussein. La dictature, tout ça, donc il ne fallait pas prononcer le nom du dictateur à la maison. Et ça, quand on est enfant et qu'on te dit ne prononce pas tel nom, tu fais tout le contraire. Et je posais énormément de questions à mon père. J'ai grandi avec cette ombre qui planait au-dessus de nous, jusqu'à un jour découvrir l'Irak. En fait, mon père voyait mes questionnements, il voyait que je m'intéressais énormément à la fois à ce non-dit et à la fois à ce pays d'origine lointain que je voyais uniquement à la télévision ou dont j'entendais de vagues informations à la radio. Et donc, je me suis construit, grâce à mon père, autour de cette identité, on va dire, assez originale pour un petit Français. Il n'y avait pas d'Irakiens autour de moi, il y avait des Français de souche, comme on dit, des Maghrébins, des Africains, peu importe, mais aucun semblable. Et en fait, pendant des années, Rami, donc le père, a travaillé sur le parvis Notre-Dame. Il vendait des cartes postales, pas loin du quartier latin d'ailleurs. Et il m'arrivait d'aller lui rendre visite les week-ends. Je pense qu'il voulait aussi me montrer la réalité de sa vie, qui était une vie de fuite de la police, parce que c'était des petits boulots au noir, c'était pas légal. Et j'ai vu ça de mes propres yeux quand j'étais enfant. Ces allers-retours entre le parvis Notre-Dame, l'un des lieux les plus visités de Paris, et le cachot, comme l'appelait mon père, qui était la garde à vue, en fait. Première fois que je suis allé en Irak, c'était en 1989, donc on sortait de la guerre Iran-Irak, et c'était avant l'invasion du Koweït et tout ce qui s'est en suivi, donc la guerre du Golfe, etc. Donc j'ai grandi en me forgeant une identité un peu différente de mes semblables, et jusqu'à devenir moi-même journaliste pour raconter le pays de mon père. J'ai été correspondant de guerre à Bagdad, j'ai couvert les événements pendant des années. Je suis revenu en France, je me suis forgé comme ça une carrière de reporter, jusqu'à raconter de manière plus intime l'Irak, dans un projet qui s'appelle Le Parfum d'Irak, où je parle déjà de l'influence de mon père sur moi. Enfant, c'était intéressant de voir toutes les devises étrangères du monde posées sur la table, parce qu'encore une fois, sur le parvis Notre-Dame, il y avait des touristes du monde entier. Et mon père rentrait avec sa sacoche et posait l'argent sur la table, et avec ma petite sœur, notre tâche du soir, c'était de trier ces monnaies. Donc à 8, 9, 10 ans, je connaissais la lire italienne, le Deutschmark, le yen. Et mon père était fier de poser ça sur la table. Il sacrifiait un petit peu sa carrière, ses envies, ses ambitions, son rêve d'être un politicien, d'être un sociologue, pour subvenir aux besoins de sa famille. Je crois que c'est commun à beaucoup de familles issues d'immigration ou pas. Et c'est drôle de marcher là, à Saint-Germain-des-Prés,
à quelques pas de Notre-Dame de Paris, où mon père n'est plus là, mais j'aurais aimé lui montrer qu'à quelques pas du parvis, son fils écrit dans une belle maison d'édition un roman inspiré de sa vie. Et un jour, pour la faire courte, mon père disparaît. Et je me rends compte que j'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Sur les dernières années, avec la chute de l'Irak, les conversations avec mon père étaient, on va dire, compliquées. Tout passait par l'écrit. Et donc quand il a disparu, je me suis dit, il faut que j'explore en fait la mémoire de mon père, qui était comme on dit, un taiseux. Il y avait un secret qui rôdait dans la famille. Mon père le mentionnait, ce secret, et il disait j'emporterai un secret avec moi dans ma tombe. Donc quand on est enfant, ado, adulte, on a cette obsession autour de cette histoire. Toutes les familles ont un secret, en général. Celui-là, je voulais l'explorer par la fiction. Déjà, le fait qu'il soit taiseux, le fait qu'il y ait un silence, le fait qu'on me dise de murmurer. Je parle du pays du murmure parce que, effectivement, que ce soit dans le roman, le personnage du père dit au fils il faut murmurer en Irak. Et ça, le personnage du roman, et puis moi-même dans ma vie avec mon père, je trouvais ça insupportable, le silence, se taire. Donc je voulais confronter un petit peu ce dictat du silence à la parole retrouvée du père dans ce roman, où le fils va interroger le passé d'un personnage qui a oublié la moitié de sa vie, qui a oublié la fuite de l'Irak, mais qui se souvient précisément de son vécu là-bas. Donc le Stop Cluny, c'est un café qui existe toujours, à côté de Saint-Michel, qui était un peu le café des Irakiens. Il y avait, on va dire, une dizaine de réfugiés irakiens qui étaient des amis de mon père, qui se réunissaient dans ce café. Et moi, j'étais toujours au chevet de mon père, il me prenait avec lui. J'écoutais leurs discussions politiques, auxquelles je ne comprenais rien, sur la dictature, la démocratie, Saddam Hussein, l'opposition politique, etc. Mais mon oreille traînait, donc je commençais à comprendre déjà le vocabulaire politique irakien. J'assistais à des débats, j'assistais parfois à des engueulades dans ce café, où j'allais régulièrement boire mon jus d'abricot avec lui, jouer au flipper. Et j'ai gardé, moi j'ai une espèce de nostalgie et d'attachement pour les lieux, comme beaucoup. Et le Stop Cluny, ça fait toujours plaisir d'y passer. Il a beaucoup changé. C'est plus vraiment le café des Irakiens, maintenant c'est le café des touristes. Oui, en fait, il y a toujours, je pense, quand on est enfant ou ado, on se cherche quelque part, et puis ça passe parfois par l'identité. Donc moi, autour de moi, il y avait des références claires, que ce soit, encore une fois, chez des Français de souche ou chez des Maghrébins, il y avait des références communes. Donc moi, quand je posais la question à mon père, mais qui sommes-nous vraiment ? Un jour, il me l'avait dit à moitié en riant, mais c'était très sérieux. Il me disait, tu sais, par exemple, en France, il y a 500 variétés de fromage. Nous, en Irak, on a plus de 300 variétés de dattes. Tu peux dire ça à tes amis qui te posent la question de ton pays. Donc j'ai gardé cette histoire en tête. Et surtout, dans cette anecdote-là, il avait glissé quelque chose de mystérieux déjà, je pense, pour susciter, en tout cas pour exciter mon imagination. Il m'avait dit, non seulement on a 300 variétés de dattes, en plus on a une date spéciale, une date bleue, qui sort une fois tous les 10 ans. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais ce que tu me dis, c'est vrai ? Et il m'a demandé si j'avais envie que ce soit vrai. Je lui ai dit oui, mais alors, donc c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en tête. À la fois ce repère culturel par une anecdote simple, et en même temps, à chaque fois, cette ouverture vers le mystère, vers l'imagination. Oui, ben en fait, on revient à l'origine des cafés. Je ne suis pas un spécialiste des cafés, mais les cafés, à la base, c'était d'abord un lieu de discussion, un lieu de débat, un lieu d'échange. Presque une agora, le truc vraiment, on se réunit. C'était une agora, une assemblée, en fait, où on pouvait discuter de tout et de rien, que ce soit de politique, de littérature, de poésie. Mais c'était un lieu de rencontre. Les cafés, notamment en Irak, étaient très importants dans le processus politique. Il y avait des complots, il y avait des promesses de coup d'État, des promesses de démocratie qui sont nées dans les cafés. Et mon père en a fait partie.
Et quelque part, il a transposé ce café Mardawi, ce café irakien très politisé, au Stop Cluny. Il y a une espèce d'estrade qu'on retrouve dans les cafés baghdadis encore, où un homme raconte une histoire qui enclenche un débat derrière. Et même si on consomme des cafés, du thé, il y a une discussion intéressante autour d'un sujet. C'est un roman dans le sens où évidemment c'est inspiré de faits ou d'anecdotes ou de discussions avec mon père, mais justement c'est un roman parce que on ne se disait pas tout. Et donc il y a des éléments manquants dans l'histoire de mon père, il y a des histoires manquantes. C'est un roman parce que à partir de discussions assez difficiles sur l'Irak, j'ai ouvert des portes qui étaient fermées en fait, par mon père, par son vécu, par le tabou encore une fois de la dictature, par une enfance que j'ai découverte plus tard, l'enfance de mon père, difficile. La grande histoire de l'Irak des années 40, 50, 60 que je ne connaissais pas. Le roman en fait, m'a permis de recréer un monde à partir du peu d'informations que j'avais sur cette histoire. Il y a une révolution en Irak en 1958, le 14 juillet 1958. Révolution menée par un général communiste et ouvre la porte aux soviétiques et qui viennent pas seulement avec leurs militaires mais aussi avec leurs architectes, et donc Bagdad change, que ce soit dans le décor, que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans le rapport à la culture. Et Rami, le personnage, voit des bâtiments soviétiques très imposants, très carrés, surréalistes. Il voit ça d'un mauvais œil déjà. Pas parce qu'ils sont soviétiques ou quoi, mais juste parce que pour les Irakiens, l'apport étranger a toujours quelque chose de suspect. Et c'est un Irak méconnu, l'Irak des années 60. On ne sait pas que l'Irak a été presque dominé par les soviétiques aussi. Oui, en fait, il y a une idée en fait, de raconter le récit sur une alternance de souvenirs du père et du fils, à la fois pour montrer, on va dire, les similitudes dans la vie d'une personne, parce que je pense qu'on s'est tous pris une gifle un jour, que ce soit concrètement, physiquement ou par la vie. Il y a des choses communes. Et en tous les cas, il y avait aussi cette idée de montrer aussi la différence du vécu, parce que le père qui se prend une rouste phénoménale par une marâtre qui ne l'aime pas, c'est quand même différent de se prendre une gifle parce qu'on a fait une faute par son propre père. J'ai voulu aussi relativiser les choses quand par exemple je raconte que le père, Rami, est jeté en prison par les services de renseignement de Saddam Hussein, qu'il subit la torture pendant 3 mois. Le fils, lui, qui fait une pauvre garde à vue dans un commissariat en France, c'est pas le même vécu. Il y a une similitude par l'enfermement, par l'autorité qui tient en fait le personnage, mais c'est quand même 2 histoires différentes. Donc j'ai voulu à la fois montrer l'effet miroir entre le père et le fils, et en même temps rendre hommage au père, parce que son histoire est beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile que celle du fils ou de la mienne dans ma vie. En fait, c'est vrai que j'appelle ça le français presque parfait, notamment sur le personnage du père, qui en fait, par ses petits boulots de rue, il a aussi fait des études en France, il parlait bien le français. Mais il y avait toujours cette petite intonation qui ouvrait la porte vers ce pays lointain. Quand je parle de ce personnage qui se sent pas vraiment à sa place, parce qu'il est une minorité parmi la minorité, il y a aussi cette différence dans l'accent. C'est que c'est pas le même accent que les autres. L'accent étranger, il était présent, c'était pas quelque chose de nouveau, mais l'accent irakien était particulier, il était différent, quoi. Et cet enfant, Efrat, encore une fois, il veut se rapprocher de la norme, en fait. Que ce soit une norme qui l'entoure, celle des immigrés, on va dire plutôt classiques, encore une fois, l'immigration maghrébine ou africaine, mais que ce soit dans différents domaines, dans la langue, dans le rapport aux gens, dans la cuisine, dans la nourriture. Donc il y a une différence de trop pour le personnage
qui se pose trop de questions et qui ne connaît pas en fait son pays d'origine. Donc c'est quelque chose d'important que j'ai voulu insérer dans ce roman, parce que je pense que cette invisibilité, elle est très peu décrite et elle est assez unique. Il n'y avait pas de communauté irakienne en France, il n'y en a toujours pas, on n'est même pas une minorité ici. Encore une fois, parce que l'histoire de l'Irak n'a pas de rapport direct avec la France. Les Irakiens sont plutôt dans les pays anglophones. Donc c'est assez rare pour le souligner. Il y a quelque chose de l'ordre du conte, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas les Mille et une nuits, même si moi ça m'a fasciné, Sinbad, les histoires de Sinbad, etc. Mais plutôt les contes d'Andersen en fait. Moi j'ai grandi avec ça et c'était mon père en fait qui me disait de lire des contes, qui m'a initié à la lecture avant d'aller à l'école par les contes. À la fois je pense pour développer mon imagination, mais aussi parce que les contes disent des choses on va dire assez binaires. Je pense qu'il voulait me transmettre un peu l'idée voilà, du bien, du mal par les contes parce que c'est assez simple, c'est assez clair. Et en même temps il entrouvrait des portes, encore une fois, comme je le disais, assez mystérieuses sur des choses. Et moi, j'ai jonglé entre les deux, à la fois entre, encore une fois, les non-dits du père, les portes entrouvertes sur des mystères, et les contes. Donc, quand j'emploie des termes comme marâtre ou que je parle de manière assez, on va dire, assez basique de la méchanceté d'un demi-frère, ou en gros, le gentil, le méchant, moi, je pense que ça dit quelque chose d'une société, qu'elle soit en Irak, en France ou ailleurs. Ce sont des personnages qui existent et qui sont présents dans nos vies. Et voilà, je trouve ça... c'est pas du fantastique, c'est pas du réel, on est entre les deux. Bah, en fait, de toute façon, quand on est étranger dans un pays ou issu d'un pays étranger, on est toujours mal perçu. Et j'ai tenu à décrire cette scène dans ce magasin de jeux vidéo où la mère du personnage principal utilise un langage encore une fois différent de celui des étrangers classiques parce qu'elle traduit de manière littérale les expressions irakiennes et notamment pour dire les yeux noisettes, en irakien on dit les yeux jaunes. Et quand elle traduit ça, alors que c'est beau, alors que c'est poétique, on lui rit au nez. Et le personnage de Frat trouve ça à la fois humiliant parce que lui parle français, il est né en France, et en même temps révoltant de voir cette espèce d'arène avec ce qu'il appelle les hyènes autour de la mer qui est jugée sur place à cause de son accent encore plus différent. Ce que le personnage ressent dans le roman, c'est le fait de ne pas avoir de semblable. Et notamment d'avoir conscience d'être une minorité, mais là en l'occurrence c'est d'être une minorité parmi la minorité. C'est-à-dire qu'en fait la majorité vous voit comme la minorité visible on va dire, mais en fait vous êtes invisible parce que parmi cette minorité-là on ne vous connaît pas. L'Irak n'a pas de passé colonial avec la France, l'Irak n'a pas de rapport avec la France comme l'ont les fils d'immigrés, les fils et filles d'immigrés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Donc il y a une forme de solitude dans le fait de ne pas avoir de repères et de constamment chercher à ressembler à quelqu'un. Et ça passe par quoi? Ça peut passer par la nourriture, ça peut passer par la musique qu'on écoute, ça peut passer par la famille. Et le personnage se sent seul parce qu'en France, et c'est déjà bien, il a une sœur, il a des parents, mais il n'a pas de cousin, pas de cousine, pas de tante, pas d'oncle, pas de grand-mère, pas de grand-père, si ce n'est dans ce pays lointain, inaccessible encore pendant des années. Et lorsqu'il découvre qu'il a non seulement une famille comme les autres, mais en plus immense avec tout un tas de choses, on va dire folklore, qu'il dévore avec ses yeux d'enfant, c'est réconfortant. Et en même temps, ça c'est la chose commune à toutes les personnes qui sont de double culture, on se sent à la fois chez soi, quand on est dans son pays d'origine ou dans son pays de naissance, et en même temps seul. On n'est jamais tout à fait à sa place. En fait, l'Irak, il y a une subtilité que le père évoque souvent. Il dit c'est trop compliqué à son fils, à Euphrate. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. C'est complexe parce qu'il y a une longue histoire politique.
Mais c'est pas si compliqué. L'Irak, comme tout autre pays de la région, est passé par un processus politique qui a été une forme de décolonisation. Il y a eu une monarchie britannique, un mandat britannique de l'Irak, une révolution en 1958 où les Irakiens se sont libérés de cette monarchie et ont proclamé la République. Elle est arrivée, cette révolution, par un courant communiste, mais pendant quelques années, il y a eu une forme d'ouverture politique, de débat démocratique dans la société irakienne. Ça a été court, mais ça a été très riche pour l'Irak, et on a eu des courants contradictoires. Le père faisait partie donc de l'extrême gauche, du trotskisme, il y avait des communistes, il y avait des nationalistes arabes, il y avait un peu de tout. Jusqu'à ce que des coups d'État interviennent, très sanglants, comme la révolution de 58. Comme toute révolution, souvent, elles sont sanglantes. Tous ces coups d'État ont mené à un moment donné à une dictature qui a perduré pendant plus de 25 ans, celle de Saddam Hussein, avec un parti unique, pas d'opposition, des services de renseignement très violents qui opprimaient le peuple et puis qui pourchassaient toute parole qui allait à l'encontre du régime. En fait, l'Irak n'est pas un cas isolé, mais dans cette période méconnue, on va dire, de guerre froide et de guerre par proxy au Moyen-Orient, dans ce combat entre l'Union soviétique et les États-Unis pour s'accaparer, on va dire, la gouvernance d'un pays, il y a ce qu'on appelle l'espionnite, la paranoïa qui est présente dans ce genre de société. Ce personnage, Rami, quand il fuit l'Irak, il a vécu non seulement la prison, il était opposant politique, il a été chassé par les services de renseignement, donc il est paranoïaque et il garde cette paranoïa quand il arrive en France. Cette paranoïa qu'il essaye de cacher, elle déborde et l'enfant l'aperçoit, ne la comprend pas forcément, mais la perçoit. Et donc, pour parler d'une liste qui a été écrite par le père pour le fils, juste pour combler son manque, sa solitude, quand il inscrit des noms qui sont tout simplement les membres de la famille du personnage, il ne sait pas encore qu'il va envoyer son fils en Irak. Quand le moment arrive, évidemment, il y a cette paranoïa qui revient, il se souvient d'une autre liste où lui était inscrit en tant qu'opposant politique, et ça fait référence à des moments très difficiles de sa vie. Et donc, c'est aussi ce père qui ne prend pas le temps d'expliquer des choses à son fils, mais qui lui intime des choses qu'il ne comprend pas encore. Et il lui dit souvent, tu comprendras plus tard, quand tu seras plus grand, je t'expliquerai, et ce moment ne vient jamais. Et c'est pourquoi le fils va chercher, poser des questions, et va utiliser cette amnésie du père comme une opportunité honteuse pour poser toutes ces questions de l'enfance. Il va chercher des réponses au moment où la fin du père approche. On ne peut pas comprendre l'Irak d'aujourd'hui, l'Irak qui a été ensuite donc envahi par l'armée américaine, qui a été occupé, libéré de la dictature, mais qui a ouvert la porte en fait à un chaos sans nom qui perdure encore aujourd'hui. Il y a moins de morts, il y a moins de violence, mais il n'y a pas d'État. Il y a des milices, il y a des chefs religieux ou politiques qui se disputent le pouvoir pour leurs propres intérêts et ne pensent pas du tout à l'intérêt du peuple. Tout ça, encore une fois, ce chaos irakien, j'ai voulu qu'on le comprenne en mettant la lumière sur cette période critique qu'ont été les années 40, 60, 70, avant la dictature. Quand vous posez la question à un Irakien aujourd'hui de cette génération-là, il vous dit qu'un autre Irak aurait été possible, une monarchie, un Irak démocratique, on ne sait pas, mais un autre Irak aurait été possible. Et tout le monde entend parler de l'Irak pour les mauvaises raisons, je pense, et plutôt que des analyses froides et chiffrées, plutôt que le nombre de morts, ce qui est intéressant à mon sens, c'est l'humain, c'est raconter l'histoire avec un grand H, mais aussi des petites histoires des hommes et des femmes en Irak qui ont construit ce pays.